Bonsoir. La francophonie institutionnelle a ses structures et ces structures œuvrent pour le développement des sociétés, des économies, des cultures par le moyen du français. Ce soir, nous avons l'occasion d'accueillir sur le plateau de la francophonie à la une, Madame Laure Castin de l'Agence universitaire de la francophonie, directrice régionale Europe centrale et orientale. Laure Castin, bonsoir. Bonsoir. On entend souvent parler de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'AEF, de l'Agence universitaire de la francophonie. Quelle différence entre ces deux structures? C'est une très bonne question, effectivement, parce qu'on peut confondre facilement les deux organisations, puisqu'il s'agit, dans les deux cas, de francophonie. Alors, il faut savoir que l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, a été créée au tout début des années 60 et elle regroupe, c'est en partie la francophonie institutionnelle. Elle regroupe aujourd'hui 93 États qui ont le français en partage et qui ont souhaité réunir leurs forces pour développer une politique éducative, culturelle, économique, avec une orientation développement durable, linguistique évidemment. Donc, je disais 93 États, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est 321 millions de locuteurs français dans le monde, tout continent confondu. Donc ça, c'est pour la partie institutionnelle. Récemment, et ça fait partie de l'actualité, nous avons eu le sommet, le 19e sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts, près de Paris, en France, qui était le sommet donc de la francophonie institutionnelle pour évoquer les grandes questions de coopération entre les États membres. Et à côté, vous avez l'opérateur de la francophonie pour l'enseignement supérieur et la recherche. Et ça, c'est l'Agence universitaire de la francophonie. L'Agence universitaire de la francophonie, aujourd'hui, on peut dire, pour résumer, c'est un réseau de un peu plus de 1100 membres à travers le monde également, 117 pays, si je ne me trompe pas. Et l'idée, là aussi, avec toujours cette même notion de français en partage, c'est de dynamiser la coopération économique, linguistique, politique, culturelle entre tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Voilà. L'AUF, aujourd'hui, depuis 2021, elle s'est dotée d'une nouvelle stratégie de développement qui fait suite, en fait, à une vaste consultation mondiale qui a été tenue au tout début des années 2020 et qui visait aussi à voir comment l'AUF pouvait se positionner par rapport à tous les défis de nos sociétés aujourd'hui. Le changement climatique, la transition écologique, l'explosion de l'intelligence artificielle générative. Et l'AUF s'est emparée de toutes ces questions dans sa nouvelle stratégie. D'accord. Donc, quels sont les axes autour desquels cette stratégie se structure, si vous pouvez donner plus de détails? Il y a en fait plusieurs axes importants. Alors, on a traditionnellement, évidemment, tout ce qui est formation linguistique, éducative des professeurs de français, ça reste important. Mais il y a à côté aussi un renouvellement de la gouvernance de l'AUF avec la création de nombreux réseaux spécialisés avec des experts économiques et sociaux, par exemple, conseil d'administration, assemblée générale de l'AUF. Et puis, cette nouvelle gouvernance, elle a souhaité mettre en place un manifeste pour une diplomatie scientifique. L'objectif principal de ce manifeste, c'est de faire comprendre aux décideurs politiques l'importance de l'avis d'experts académiques
pour conduire les politiques complexes aujourd'hui qu'on peut avoir à mener dans le monde. Donc on ne peut pas aujourd'hui s'affranchir d'une expertise scientifique pour conduire une politique nationale ou même internationale. Donc ça, c'était, on va dire, un positionnement de la nouvelle gouvernance de l'AUF. Nous avons aussi plusieurs axes de développement, recherche et valorisation, mettre en valeur toutes les publications scientifiques francophones, et il y en a beaucoup, sauf qu'elles sont mal mises en valeur, elles ne sont pas visibles. Aujourd'hui, quand on parle de publications scientifiques, on pense aux publications en anglais. Ouais. Sauf qu'il y a une richesse incroyable de publications à travers les différents continents en français. Et c'est insuffisamment mis en valeur. Donc ça, c'est aussi un axe d'accompagnement que l'AUF a souhaité mettre en place. Ces publications ne portent pas uniquement sur la langue française ou la littérature française, il s'agit des publications scientifiques en général. Médecine, chimie, par exemple. Oui, ou les questions, par exemple, d'inclusivité, puisque ça, c'est des questions aussi importantes, responsabilité sociétale. C'est justement, vous avez raison de pointer ce point-là, les publications francophones ne sont pas exclusivement des publications linguistiques. Voilà, on est passé vraiment à une francophonie beaucoup plus diverse aujourd'hui, qui s'intéresse à tous les sujets de société et de recherche, de pointe. Ça, c'est important. Donc, recherche et valorisation, ça, il y a un gros travail qui est fait pour progresser dans ce domaine-là. Et on a créé récemment à Rabat, en mars dernier, une académie, justement, internationale, consacrée à cette diplomatie scientifique et qui a vocation à mettre en valeur toutes les publications du monde francophone, donc du monde entier. On a aussi un autre axe, et là qui concerne plus spécifiquement la jeunesse. En lien avec les universités membres, on a mis en place ce qu'on appelle des centres d'employabilité. Ça veut dire que dans les universités, on crée des cellules où les étudiants vont pouvoir se former pour être mieux accompagnés pour l'insertion professionnelle. On va leur donner des conseils, on va les former sur comment faire un CV, comment rédiger une lettre de candidature pour un emploi. C'est pas forcément quelque chose qu'ils apprennent dans leur cursus académique, sûr, mais ils ont besoin de ça pour pouvoir entrer sur le marché du travail. On propose des formations aussi courtes, professionnalisantes, notamment la gestion de projet. Ce qu'on appelle, alors excusez-moi, je défends la francophonie, mais je dis des soft skills, toutes les compétences douces qui sont absolument recherchées par les employeurs aujourd'hui. Et dans ces centres d'employabilité, on développe ces formations tout azimut, j'ai envie de dire. Voilà. Toutes ces formations sont en français, j'imagine. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est en français pour des étudiants francophones. Il arrive quelquefois, selon le sujet, que ça puisse se faire aussi en anglais, mais ça, voilà. D'accord. L'AUF est un réseau qui a plus de 1000 membres, comme vous avez dit tout à l'heure, mais à l'intérieur de ce grand réseau, il y a d'autres petits réseaux. Oui. Par exemple, récemment, lors de la tenue de la Semaine de la francophonie scientifique en octobre 2024, de nouveaux réseaux ont vu le jour, le réseau des universités francophones responsables et inclusives, le RUFRI, et le réseau universitaire francophone pour l'innovation pédagogique, la formation des enseignants et les sciences de l'éducation. Quels sont les objectifs de ces réseaux et est-ce que les membres de l'AUF sont automatiquement membres de ces réseaux ou ils doivent demander une adhésion? Alors, vous avez pointé effectivement une spécificité de ce réseau, de ce grand réseau AUF, c'est qu'au sein de ce réseau, il y a une multitude de réseaux spécifiques, disciplinaires. Il y en a à peu près aujourd'hui plus de 35, avec les 2 nouveaux créés lors de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique qui s'est tenue à Toulouse la semaine dernière. Ce sont des réseaux, en fait, qui sont créés par les acteurs eux-mêmes au sein des universités qui souhaitent se regrouper pour, par exemple, organiser des colloques, organiser des formations particulières, monter des nouveaux
cursus de formation interdisciplinaire, etc. Donc les thématiques sont très variées. Elles viennent des acteurs eux-mêmes. Vous avez cité les 2 réseaux récemment créés, Innovation pédagogique. Donc ça a potentiellement vocation à intéresser, je dirais presque même l'intégralité du réseau AUF. Mais c'est quelques universités qui ont décidé de se regrouper et de travailler ensemble pour proposer de nouvelles méthodes, de nouvelles innovations pédagogiques. Je pense à des réseaux qui existent et qui sont assez mal connus, c'est vrai, d'où l'importance de les citer. Il y a le réseau des doyens des facultés des sciences et technologies, assez développé à travers le monde, et d'ailleurs peu présent ou quasiment pas présent en Europe centrale et orientale. Moi je leur ai dit, mais nous on peut vous aider à identifier des collègues avec qui vous aurez envie de partager, de faire de la recherche ensemble ou de monter des formations, d'accueillir des étudiants, etc. Vous avez un réseau aussi des pharmaciens, des doyens de pharmacie, des doyens de médecine, etc. Donc c'est des réseaux dans le réseau. Et aujourd'hui, je reviens à ça parce que pour moi c'est essentiel, dans le monde complexe dans lequel on est aujourd'hui, on a besoin de travailler en collectif. On ne peut plus travailler tout seul dans son coin. On a vraiment besoin de travailler, et les réseaux sont là pour ça. Donc voilà. Il y a des universités dans différents coins du monde. Ah oui. Qui développent des coopérations, des partenariats scientifiques ou autres. Tout à fait. Vous avez par exemple un réseau sur les sciences humaines et sociales. La présidente est canadienne. Il y a plusieurs universités d'Afrique qui sont dans ce réseau-là, parce qu'ils ont envie, par exemple, de travailler sur l'accompagnement des doctorants dans les écoles doctorales à la recherche d'emplois autres que professeurs d'université, etc. Vous savez que tous les docteurs qui sont formés dans les universités n'obtiennent pas un poste à l'université. Mais ils ont des compétences rares et assez sous-valorisées, de rigueur, d'autonomie, de responsabilité, etc., qui peuvent parfaitement intéresser des entreprises, des groupes, etc. Donc c'est aussi le rôle de ce réseau, d'accompagner à faire comprendre comment on peut valoriser les compétences de ces doctorants et leur permettre d'insérer le monde professionnel. Voilà. Donc pour adhérer à ces réseaux, il faut demander une adhésion. On n'est pas automatiquement membre de ces réseaux. On n'est pas automatiquement, c'est un souhait d'acteurs qui veulent créer ce réseau-là. En fait, c'est assez codifié. Pour créer un réseau, on a choisi de retenir le modèle de l'association Loi 1901 français, parce qu'il est le plus souple, le plus facile à mettre en place. Et donc, les universités qui souhaitent créer un réseau créent... Elles doivent déjà être membres de l'AUF. Ah oui, bien sûr. Voilà, c'est vraiment au sein de l'AUF oui. qu'on a ces réseaux. Donc ils rédigent des statuts, ils organisent des élections de bureau, enfin comme une association. Ils font une assemblée générale et puis ils se donnent un plan d'action. Voilà. Mais c'est leur propre initiative. Il y a une autre initiative qui est intéressante. À l'occasion du sommet de la francophonie, le programme international de mobilité des étudiants dans l'espace francophone, le PIMEF, a été lancé. Qu'est-ce que c'est, ce nouveau programme? Est-ce une alternative au programme Erasmus? Alors, le PIMEF, Programme international de mobilité et d'employabilité francophone, est parti d'un constat qu'il n'y avait pas effectivement d'Erasmus, d'équivalent Erasmus au sein de l'espace francophone. Vous avez de la mobilité souvent sud vers le nord, mais très peu de mobilité sud-sud dans les pays sud-sud de l'espace francophone ou nord-sud. Or, notamment, je pense, sur le continent africain, mais également dans notre région, vous avez des îlots d'excellence universitaire mal connus, peu connus. Donc ce programme, il a vocation à dynamiser les mobilités entre les universités et l'espace francophone par 3 biais, on va dire. Il y a 3 formules dans le programme PIMEF. C'est des mobilités de 1 à 4 mois, soit pour des étudiants, pour faire des mobilités d'études, soit de recherche, dans des laboratoires de recherche,
ou encore dans des entreprises pour faire des stages en quelque sorte professionnels. Donc vraiment ce trio va permettre de renforcer les liens et de mieux faire connaître aussi nos universités à travers le monde. C'est-à-dire que cette nouvelle plateforme ou cette nouvelle formule permet aussi de placer les étudiants en stage. Oui, donc, tout à fait. Ça va au-delà disons, du cadre académique proprement dit. Donc les étudiants peuvent être placés en stage. Oui. Un étudiant, par exemple, d'une université de Dakar, qui veut faire un stage dans une entreprise à Bucarest, par exemple, ou ici en Arménie, à Erevan. Il va passer par l'université locale, partenaire, qui va être responsable du placement de l'étudiant en stage dans sa ville. Voilà, c'est ça l'idée du programme. Une très bonne idée. Oui. Eh bien, souhaitons bonne chance à cette nouvelle formule, à ce programme plutôt. Elle a fait l'unanimité lors à la fois du sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts et puis lors de la conférence ministérielle la semaine dernière à Toulouse. Donc on est très optimiste. D'accord. Revenons maintenant à la région de l'Europe centrale et orientale. Comment se concrétisent les activités de l'AEF dans cette région ? Alors vous savez que, je ne l'ai pas précisé, mais c'est important, l'AEF, donc ce réseau de plus de 1000 membres, en termes d'organisation de l'AEF, il y a 10 directions régionales. Et l'Europe centrale et orientale est une de ces 10 directions régionales, qui couvrent un espace de 24 pays aujourd'hui et 150 établissements d'enseignement supérieur et de recherche partenaires. Donc notre rôle à nous, à la direction régionale, et aussi aux bureaux nationaux dans les 6 implantations que nous avons dans la zone, dont Erevan, c'est de dynamiser, d'accompagner les projets de ces différents établissements universitaires. Ça passe par plusieurs axes possibles. Vous avez, je parlais tout à l'heure, l'accompagnement des étudiants pour trouver un emploi via les centres d'employabilité. Et on est la région d'ailleurs la plus dynamique dans ce domaine-là, puisqu'on a 19 centres d'employabilité dans toute la zone, sur un total, je crois, de 67. Donc vraiment, les jeunes se sont emparés de ce dispositif d'accompagnement, donc ça c'est très bien. On a aussi ce qu'on appelle les clubs de leaders étudiants francophones, qui sont en fait des clubs qui identifient les futurs managers potentiels leaders de demain. Ils se sont regroupés. Leaders, les managers d'entreprise. Oui, oui. Il ne s'agit pas de leaders politiques. Ah, certains pourront être des leaders politiques, mais voilà, on sent un potentiel à piloter un groupe, à diriger un groupe, etc. Ils se sont réunis en différents clubs. Et d'ailleurs, la semaine dernière à Toulouse, a été décidé le lancement d'une association internationale des étudiants francophones, qui est une émanation justement du travail de tous ces clubs de leaders. Parce qu'il n'y avait pas d'association internationale d'étudiants francophones. Ça, c'est une nouveauté, d'accord. C'est une nouveauté de la semaine dernière. Donc, c'est à eux maintenant de prendre le relais, de proposer, de faire vivre la jeunesse francophone à travers le monde. Et ils ont également lancé, la semaine dernière à Toulouse, un appel à toutes les sociétés civiles, au gouvernement, pour l'école de demain. Comment ils voient l'école de demain, comment ils voient la formation de demain, comment ils voient le monde du travail de demain, la jeunesse francophone. Et c'est un appel, je vous invite à le lire, parce qu'il est émouvant et il est très responsable aussi. Il y a vraiment des prises de position très, très responsables, je trouve. C'est très bien, c'est très intéressant ce que vous dites. On a évoqué le terme politique. Comme la région de l'Europe centrale et orientale, c'est quand même une région assez compliquée en termes de géopolitique, on va dire. Oui. Et comment toutes ces universités, vous avez dit il y a 150 établissements à peu près, oui. Dans la région, est-ce que tous ces établissements arrivent à maintenir des relations de partenariat, à développer des coopérations? Comment ça se passe en général? Oui. Alors, il faut rappeler un point important.
l'Agence universitaire de la francophonie est apolitique. D'accord. Mais elle subit la politique dans toutes les directions régionales à travers le monde. Chaque direction régionale, chaque zone a ses spécificités. Il peut y avoir des conflits, etc. Des diversités, des disparités linguistiques, culturelles, etc. Donc c'est l'ADN de l'AUF de toute façon, quelle que soit sa déclinaison régionale. Mais ça n'empêche pas les universités de collaborer. Parce qu'elles collaborent sur quoi? Sur ce que seront les formations de demain pour les étudiants, ce que seront les axes de recherche collaborative de demain également, pour construire le monde de demain. Donc ça, c'est hors cadre politique, j'ai envie de dire. Et puis, ces établissements, ils sont conscients aussi d'une chose, c'est que l'AUF, elle est porteuse de valeurs. Des valeurs qui sont d'inclusivité, de solidarité, de défense du dialogue, du respect des différences culturelles, puisque voilà, l'AUF c'est vraiment un espace pluriculturel, plurilinguistique, donc forcément ça induit le respect les uns vers les autres, et des considérations politiques ou des situations géopolitiques n'entravent pas le développement de coopération universitaire et scientifique. Et je trouve que c'est un beau message pour l'ensemble des sociétés. Donc, est-ce qu'on peut résumer que bien que l'AUF soit une structure apolitique, mais elle contribue d'une manière indirecte ou même peut-être directe au dialogue politique entre tous ces pays de la région? Oui. Ah oui, oui. Pour moi, c'est vraiment un rôle aussi, enfin une mission que j'ai, moi, de renforcer les synergies entre les différents membres au niveau de la région. De les inciter, par exemple, à travailler ensemble sur des grands projets qui vont concerner différents pays et donc différents établissements au sein de ces pays sur des problématiques de développement durable. Par exemple, il y a un projet sur lequel on réfléchit en ce moment autour de tout ce qui est innovation créative, culturelle et tous les outils de transformation numérique. Voilà, comment on va concevoir, je sais pas moi, le cinéma, le théâtre demain avec ces outils-là. Donc il faut accompagner les professionnels de ces milieux artistiques à acquérir ces nouveaux outils. Voilà, c'est des sujets très variés. Ça peut être aussi sur la gestion des déchets, la sobriété énergétique. C'est un vrai sujet également. Et dans tous ces sujets, vous êtes amené à coopérer avec des compagnies de production pour les films, pour le cinéma, oui, des entreprises pour l'environnement, le développement durable. C'est même nécessaire aujourd'hui. On ne peut plus constituer des groupes, de groupes de projets comme ça sans partenaires divers et variés. On est obligé de chercher des partenaires économiques et sociaux, des entreprises, des acteurs institutionnels, etc. Et c'est une bonne façon aussi de casser, on va dire, les barrières qui pouvaient exister traditionnellement entre le monde académique, qu'on considérait dans son coin, et les acteurs économiques. Voilà. Il y a une obligation de travailler ensemble aujourd'hui, et les uns et les autres en ont parfaitement conscience. Voilà. Donc notre rôle à nous, à UF, c'est d'accompagner ce mouvement aussi. Donc vous voyez, on est loin des questions purement de l'apprentissage du français ou la défense de méthodes didactiques ou linguistiques. Oh, oui, oh, ouais. Oui. Tout à fait. L'AUF œuvre pour le développement économique, social et culturel des sociétés. Quel est l'apport des universités arméniennes membres de l'AUF dans le développement de l'Arménie? Quels sont les projets qui sont menés actuellement? Quels sont les aboutissements, s'il y en a? Alors, pour l'Arménie, il faut faire un peu d'histoire parce que l'implantation de l'AUF en Arménie date à peu près de 2008. À peu près. Bon, je vous passe les considérations techniques purement internes, mais progressivement, on a été amené à installer un bureau national. En Arménie, à Erevan, qui est hébergé par une des 7 universités membres
de l'AUF, qui est l'université Brushoff, depuis l'origine, en fait. On est accueillis par cette université. Et depuis l'arrivée de l'AUF dans la région, des actions diverses et variées ont été mises en place. Je parlais de l'employabilité étudiante tout à l'heure. Il y a un centre d'employabilité qui a été créé, très dynamique aussi, qui accueille beaucoup d'étudiants qui viennent des universités partenaires et qui sont très demandeurs, vraiment très demandeurs. Tout à l'heure, juste avant de venir à cette émission, j'avais une rencontre avec les étudiants francophones de ces différentes universités et ils étaient unanimes pour reconnaître l'importance des actions portées par l'AUF parce qu'elles leur permettaient de se mettre en réseau eux-mêmes. Voyez, ils ont compris en fait tout ce que sera la vie professionnelle demain, qu'il y a besoin de travailler les uns avec les autres. Ça, c'est important. Il y a eu aussi au niveau de l'action de l'AUF en Arménie, beaucoup de forums aussi organisés, de participation à des projets de recherche depuis l'origine. La participation a salué également à une opération qui s'appelle MT 180. On forme les doctorants à parler à un grand public de leur sujet de thèse. En général, les sujets de thèse, c'est complètement aride, incompréhensible, sauf pointu. Voilà, sauf pour ceux qui sont de la partie et qui peuvent jargonner entre eux sans problème. Là, l'exercice consiste à ce que l'étudiant il présente en 3 minutes son sujet à des néophytes. Et c'est super en termes d'exercice de formation. Comment s'appelle ce projet? MT 180. Ça se déchiffre comment? MT 180. MT, ma thèse en 180. Ah, voilà. D'accord. Et c'est un exercice mondial, enfin, je veux dire, qui existe dans le monde entier aujourd'hui. Et l'AUF est partenaire depuis l'origine de ces dispositifs-là. Et puis après, il y a des festivals, des concours divers et variés, voilà, portés par l'AUF. Donc, un bureau, une présence très dynamique ici. Très bien. Pour résumer, qu'est-ce que la francophonie? La francophonie, alors, et là, je voudrais juste dire que comme moi, ça fait 1 mois et demi à peu près que je suis arrivée sur ces fonctions-là, je dirais que la francophonie, c'est une opportunité en réseau. C'est une opportunité d'identifier à l'autre bout du monde l'expert dont vous avez besoin pour régler ou pour trouver une solution sur un problème donné. Vous savez qu'à travers tous les réseaux qui existent, vous allez pouvoir trouver quelqu'un qui va vous apporter une solution originale, quel que soit le domaine que vous souhaitez aborder. Et ça, c'est quand même exemplaire. Laure Castin, merci beaucoup. Merci.